et cela nous permet d'avoir une image du Christ. Des légendes circulent à propos d'une image miraculeuse. Toucher le visage du Christ et apparaître miraculeusement. Et si Léonard de Vinci avait caché un message si dangereux dans la Seine? Il fallut attendre 500 ans pour qu'il soit découvert. Avant de vous dévoiler ce que l'IA a mis au jour sous le tableau le plus célèbre du monde, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car certains pensent que l'Église n'a jamais souhaité que ses secrets soient révélés. À 3 heures du matin, dans un laboratoire de recherche florentin, des scientifiques s'y ont assisté, stupéfaits, à l'analyse par un système d'IA des couches de cachet sous le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Le score de confiance a progressé à plusieurs reprises. 67%, 71%, 78%. Soudain, le réseau neuronal a détecté quelque chose d'inédit, enfoui sous des siècles de peinture. Il ne s'agissait ni d'une esquisse, ni d'une correction, mais d'une écriture cachée, tissée directement dans la géométrie même de la scène. Le message était codé dans la célèbre écriture en miroir de Léonard de Vinci, se déployant en spirale à travers les disciples, selon des motifs d'une telle précision que seule l'intelligence artificielle pouvait le révéler. Les chercheurs affirment que cette structure ressemblait à des fréquences mathématiques présentes dans la nature, des galaxies à l'ADN humain. Et lorsque l'IA a finalement traduit le texte, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Léonard de Vinci a écrit sur l'obsession de l'humanité pour le pouvoir. La foi aveuglée est la corruption spirituelle, mais le plus glaçant était son avertissement. Selon la traduction, il pensait que les générations futures deviendraient prisonnières de l'illusion, manipulées par ceux qui contrôlent le savoir lui-même. Pendant des siècles, on a cru que la scène n'était qu'un chef-d'œuvre artistique. Mais aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir de toute autre chose. Un message codé destiné au futur, dissimulé à la vue de tous par l'un des plus grands esprits de l'histoire. L'homme qui a enterré des idées. Voici ce qu'il en est de Léonard de Vinci. Des milliers de pages de ses carnets personnels ont été conservés. Presque tous ces textes sont écrits en écriture miroir. Une écriture inversée qui ne se révèle que par réflexion, superposée à une sténographie inventée et à des dessins géométriques. 5 siècles plus tard, les chercheurs s'efforcent encore de les déchiffrer. Certains érudits avancent qu'il s'agissait d'une simple commodité pour un gaucher soucieux de ne pas tacher son encre. D'autres y voient une signification plus profonde. Dans les deux cas, le résultat est le même. Cet homme étouffait les idées comme d'autres, fermant les portes à double tour. Et il avait toutes les raisons de le faire. Léonard vivait à une époque où l'Église catholique exerçait une autorité quasi absolue sur le savoir, l'écriture et l'enseignement. Toute pensée indépendante remettant en question les Écritures pouvait être fatale. Galilée fut plus tard assigné à résidence pour avoir suggéré que la Terre tournait autour du Soleil. Giordano Bruno fut brûlé vif sur la place publique pour avoir proposé des idées similaires. Et Léonard, déjà connu pour son mode de vie anticonformiste et son obsession pour le fonctionnement du monde, savait exactement quel était le prix à payer pour dire une bêtise à voix haute. Léonard ne se contentait pas d'étudier la perspective mathématique, il s'intéressait aussi à la façon dont les couleurs et la netteté des objets évoluent avec la distance. Il ne le dit donc pas, il le peignit, et ce qu'il peignit était destiné à rester caché jusqu'à ce qu'un esprit encore à naître vienne le découvrir. Une technique que personne ne comprenait. Lorsque Léonard commença à travailler sur la scène en 1495, à Santa Maria delle Grazie à Milan, il prit une décision qui déconcerta ses contemporains. Au lieu d'utiliser la technique de la fresque, qui consiste à fixer les pigments sur un enduit frais pour que la peinture devienne permanente, il inventa sa propre méthode. L'huile et le détrempe appliqués sur un enduit sec, des couleurs plus riches, des détails plus fins, et pourtant la peinture commença à s'écailler presque immédiatement. En quelques décennies, la fresque était déjà en train de se détériorer. Pendant des siècles, les historiens de l'art ont considéré cela comme l'un des rares échecs de Léonard de Vinci. Mais voici ce que presque personne ne souligne. Sa technique inhabituelle a permis, par hasard, de créer quelque chose qu'une fresque traditionnelle n'aurait jamais pu réaliser. La superposition de plusieurs couches de peinture distinctes, de sorte que les marques sur une surface inférieure seraient totalement invisibles vues de dessus. Un message inscrit dans le plâtre puis recouvert de peinture serait caché non seulement aux yeux du spectateur occasionnel, mais aussi à ceux de tous les restaurateurs, de tous les chercheurs et de tous les techniciens en radiologie utilisant du matériel ancien. Imaginez un instant.
Si vous vouliez écrire quelque chose qui pourrait vous coûter la vie si quelqu'un le lisait, mais que vous vouliez aussi que ce message survive assez longtemps pour être un jour déchiffré, il vous faudrait exactement deux choses. Une surface que personne ne songerait à gratter et une méthode de dissimulation indétectable par tous les outils existants à votre époque. La technique de Léonard de Vinci, intentionnellement ou non, offrait ces deux possibilités. Pendant 5 siècles, la fresque orna le mur de cette fabrique. Des moines y prenaient leur repas. Des soldats napoléoniens utilisèrent la pièce comme écurie. En août 1943, les bombardements alliés rasèrent le cloître environnant et seul un échafaudage de sacs de sable la protégea de la destruction totale. Malgré tous ces regards, malgré tous ces instruments, personne ne découvrit ce qui se cachait dessous. Il faudrait une machine pour enfin révéler le secret de Léonard de Vinci. La machine à découvrir. Soyons honnêtes quant aux conclusions scientifiques, car c'est essentiel. La scène fait l'objet d'études scientifiques approfondies depuis la fin du XXe siècle. Lors de la restauration majeure menée par Pinén Brambilla Barcelone, entre 1978 et 1999, un travail de longue haleine qui dura 21 ans. Des techniques d'imagerie avancées, dont la réflectographie infrarouge et l'analyse aux rayons X percernant la surface visible. Ces analyses révélèrent les dessins originaux de Léonard, les modifications apportées à la composition et des détails dissimulés sous des siècles de saleté et de restauration antérieure maladroite. Puis, en 2007, une numérisation a permis de capturer la fresque à 16 milliards de pixels. Ce qui se passe dans le laboratoire de Rossi est la suite logique. L'utilisation de ces numérisations haute résolution, existantes dans un réseau neuronal entraîné spécifiquement sur l'écriture miroir de Léonard de Vinci et le vocabulaire codé de son carnet. Il ne s'agit pas d'inventer l'imagerie, mais d'appliquer un regard neuf aux données existantes. La technologie est opérationnelle. Le seul élément manquant jusqu'à présent était un système capable de distinguer une inscription intentionnelle de 5 siècles de dégradation du plâtre. C'est cet élément que le laboratoire de Rossi a mis au point. Jour X9. Pendant les 2 premières semaines, le système ne produit rien de remarquable, seulement des artefacts d'imagerie, la dégradation du plâtre et du bruit de fond. Rossi boit trop de café et dort sur le lit de camp, dans un coin du laboratoire plus souvent qu'à la maison. Après 8 ans à défendre cette méthodologie, elle commence à se demander, en secret, si elle n'a pas engagé sa carrière dans une impasse très coûteuse. Puis, le X9 est jour. Le système signale une anomalie. Chaque ligne de l'architecture, des tapisseries au plafond à caissons, converge précisément vers un seul point, le temple droit du Christ. Un groupe de marques pâles dans une section de mur, juste derrière Jésus. La même tache sombre qu'elle fixait depuis des semaines, persuadée qu'il y avait quelque chose, sans pouvoir le prouver. Ni coup de pinceau, ni fissure dans le plâtre, ni aucun des vestiges qu'elle avait pu observer en 10 ans d'imagerie de fresques endommagées, mais quelque chose de tout à fait différent. L'IA attribue à ces marques une probabilité de 67% qu'il s'agisse d'une inscription intentionnelle. Ce chiffre clignote. Rouge sur son écran. Pas concluant, pas encore tout à fait définitif, mais suffisant pour déclencher une dispute mémorable. Rossi prend son téléphone et appelle Marco Ferretti. L'argument. Ferretti, le spécialiste en imagerie de l'équipe, arrive au laboratoire de Florence avant l'aube, vêtu du même par-dessus qu'il porte chaque hiver depuis 10 ans. Il jette un coup d'œil à la zone signalée et croise les bras. « Fluorescence », dit-il d'un ton neutre, et dépôts et minéraux qui s'infiltrent à travers le plâtre. Il l'a vu une centaine de fois. Ça ne veut rien dire. Rossi n'est pas d'accord. Elle affiche une comparaison sur l'écran partagé.
Les marques signalées côte à côte, avec un échantillon de l'écriture en miroir de Léonard de Vinci, tiré du Codex d'Arundel. Les motifs courbes sont étrangement similaires. L'espacement entre les marques est trop régulier. La fluorescence ne forme pas un espacement régulier entre les lettres, lui dit-elle. Elle ne se répète pas à intervalles prévisibles sur différentes sections d'un mur. Fait-il reste inflexible. Une peinture vieille de 500 ans ne conserve pas de message caché. Nous voyons ce que nous voulons voir. C'est un biais de confirmation déguisé en données. L'échange s'envenime. Un jeune chercheur quitte discrètement la pièce. L'équipe se divise en deux. La moitié des gens pensent qu'ils poursuivent des fantômes dans du plâtre dégradé. L'autre moitié croit qu'ils sont peut-être à l'aube de la plus grande découverte artistique du siècle. Il n'y a pas de juste milieu. Soit Rossi vient de passer 8 ans à construire un instrument qui fonctionne enfin, soit elle vient de passer 8 ans à construire un instrument qui décèle des motifs dans le bruit. À 3 heures du matin, le laboratoire est vide. Rossi est seule. Elle lance une deuxième numérisation d'une autre partie du mur, une zone que l'IA n'a pas encore repérée, et commence à l'intégrer manuellement au réseau. Son café est froid. La lettre de refus de 2016 est toujours épinglée au-dessus de son bureau, où elle se trouve depuis 8 ans. Elle ne la regarde pas. Elle n'en a pas besoin. L'écran se rafraîchit. Un nouveau score de confiance s'est calculé. 72 heures. Le réseau neuronal traite des sections supplémentaires de la fresque. Les zones d'ombre sous la table, les arcades de pierre en arrière-plan et les profonds plis des robes des disciples. Et le même type de marque réapparaît sans cesse, non pas partout, non pas au hasard, mais à des endroits précis et récurrents, toujours dans les zones les plus sombres et les moins scrutées, les régions exactes où une couche de texte caché aurait le moins de chances d'être altérée par le pinceau d'un restaurateur ou perçue à l'œil nu. Imaginez un instant, il a choisi où les cacher, il a sélectionné les parties de la composition que les regards futurs ne remarqueraient pas, les ombres derrière les disciples, les points de fuite architecturaux qui détournent le regard, plutôt que de le porter sur les plis du tissu, où la surface peinte est la plus dense. Il l'a compris 5 siècles avant que quiconque puisse le prouver. Exactement où? Sur le mur. Le regard humain ne s'attarderait pas. Le score de confiance de l'IA atteint 71%. 78,83. Les lettres se déchiffrent individuellement à l'écran. Les caractères inversés correspondent à une écriture en miroir. Le système les compare à l'écriture manuscrite connue de Léonard de Vinci, extraite du Codex Arundel, et le taux de correspondance ne cesse d'augmenter. Des mots isolés émergent du bruit visuel. Umbra, shadow, verita, truth, tremento, betrayal. Ferretti cesse de discuter. Il ne déclare pas être convaincu. Il repose l'impression qu'il tenait depuis 1 heure, retire ses lunettes et se frotte les yeux. C'est à ce moment précis que le silence du plus sceptique de la pièce révèle à Rossi tout ce qu'elle a besoin de savoir. Ils ne sont pas en train d'examiner des gisements minéraux. Ils sont en train d'examiner l'écriture de Léonard de Vinci, cachée sous le tableau le plus célèbre du monde. Et l'IA n'a scanné que 12% de la surface, la spirale. C'est là que ça devient vraiment étrange. L'IA ne se contente pas de trouver des mots épars. Au fur et à mesure que de nouvelles sections sont traitées, les fragments commencent à se relier entre eux. De courtes phrases se forment, puis des plus longues, et elles ne sont pas placées au hasard. Le système détecte une structure particulière, une spirale partant de la main droite de Jésus et s'étendant vers l'extérieur, passant successivement par chaque disciple. Sa disposition respecte les proportions du nombre d'or, un principe mathématique qui obsédait Léonard de Vinci, et qu'il a intégré à l'ensemble de ses compositions, de l'homme de Vuvia à la Joconde. Les mots ne sont pas simplement dissimulés dans le tableau, ils y sont architecturalement tissés. Ils font partie intégrante de la géométrie, de la composition elle-même. L'IA ne perçoit pas d'éléments décoratifs. Il s'agit de découvrir un document que Léonard a intégré à la structure même de son œuvre la plus publique, confiée à la mathématique de l'univers pour la préserver. La première phrase parfaitement cohérente apparaît sur le mur, juste derrière Jésus. Lorsque le système l'a traduit du dialecte florentin archaïque de Léonard, on obtient. Toutefois s'évanouit lorsque la lumière révèle la main de l'homme. Rossi la lit à voix haute dans le laboratoire. Personne ne réagit immédiatement. Il faut quelques secondes pour que la portée de la phrase soit pleinement comprise. Cette phrase suggère que ce que les gens vénéraient comme divin pourrait en réalité être une construction humaine, que la foi elle-même pourrait se dissoudre dès l'instant où elle serait examinée sous un jour nouveau.
dans un tableau représentant le moment fondateur du sacrifice chrétien, accroché au mur d'une église sous laquelle les moines prenaient leur repas depuis des siècles. Ce n'était pas une mince affaire. Le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci était destiné à être admiré par les moines lors de leur dîner, mais derrière sa composition sereine se cache un monde de symbolisme, de science et d'innovation audacieuse. Le message est une bombe silencieuse, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une seule phrase. Ce pourrait être une pensée fugace, un fragment qui s'est glissé par inadvertance dans la composition, une coïncidence déguisée en texte, pas encore un motif. L'IA repère alors la seconde inscription. D'autres messages, près de l'ombre du scariote de Judas. Le réseau fait émerger une autre ligne des ténèbres. Celui qui mange avec la vérité ne se trahira pas. Et une troisième apparaît sous Pierre. La force sans intelligence est aveugle. Près de Thomas l'apôtre, célèbre pour avoir douté de la résurrection, jusqu'à ce qu'il touche les plaies. Une autre ligne nous invite à nous interroger. Le péché n'est-il pas le chemin vers la clarté? Chaque message est lié à un disciple précis. Chacun réinterprète l'identité biblique de cette figure à travers le prisme de la raison plutôt que de la foi. Et voici le point essentiel. Ces passages ne sont pas perçus comme des attaques contre la religion. Ils se lisent comme des invitations, des défis lancés aux spectateurs pour qu'ils réfléchissent, et non qu'ils se contentent de croire. Léonard de Vinci intègre tout un cadre philosophique à la peinture elle-même, une vision du monde qui place la recherche humaine sur un pied d'égalité avec la révélation religieuse. Un message caché sur l'humanité, écrit par la voix d'un homme qui ne pouvait le dire ouvertement sans risquer sa vie. Méditez là-dessus, car c'est ce passage qui a véritablement captivé l'auditoire. 250 ans après que Léonard ait posé son pinceau, Voltaire écrira sur la liberté de penser. Didon compilerait l'Encyclopédie, un monument à la raison sur la révélation. Rousseau, Hume et Kant allaient remodeler les fondements intellectuels du monde occidental et entraîner la civilisation européenne dans les Lumières. Tout ce pourquoi ces hommes plaidaient, tout ce que les Lumières ont combattu pour établir. Léonard de Vinci l'avait déjà inscrit sur un mur de manufacture, en 1497. Bien qu'ils fussent encore à un quart de millénaire de leur naissance, Léonard n'était pas en avance sur son temps, il agissait en marge. Et l'IA vient d'extraire la preuve de la peinture, l'accusation. Puis l'IA découvre quelque chose qui change complètement l'atmosphère de la pièce. Dans la partie inférieure droite de la fresque, enfouie sous plusieurs couches de peinture près des pieds des disciples, le système reconstitue un passage plus long. Ceux qui détiennent le pouvoir enfouiront la vérité sous la pierre, jusqu'à ce que les yeux du futur la découvrent. Ce n'est plus de la philosophie, c'est une accusation directe visant les institutions qui étouffent le savoir ou le savoir. Et cela ne semble pas s'adresser aux contemporains de Léonard. Cela semble s'adresser à quiconque finira par le lire, c'est-à-dire nous, Ferretti, qui n'a presque pas parlé depuis des jours. Rompent enfin le silence. Il le savait, dit-il doucement. Il savait que quelqu'un finirait par trouver ce texte. Il écrivait à l'avenir. Imaginez la scène. Léonard de Vinci sur un échafaudage dans un atelier milanais glacial en 1497. Il recouvrait ses propres mots secrets, sachant que personne de son siècle ne les verrait jamais. Les prêtres dînant sous la fresque ne liraient jamais le message caché derrière le Christ qu'ils vénéraient. Ses amis, ses mécènes, ses apprentis passeraient par 1000 fois devant le mur sans en apercevoir la surface. Il écrivait pour un public qui ne naîtrait pas avant 500 ans, ne comptant que sur la foi en l'intelligence future, que quelqu'un finirait par chercher, que quelqu'un créerait un outil capable de le déchiffrer, qu'une personne encore à naître aurait le courage de publier sa découverte. L'IA vient de lui donner raison, et ce n'était pas fini. La revanche, les mains de Rossi tremblent, non pas de peur, mais plutôt sous l'effet d'une sorte d'adrénaline mêlée d'incrédulité. Pendant 22 ans, elle a étudié l'œuvre de cet homme, 22 ans d'articles, de conférences et de demandes de subventions pour démontrer que l'art de Léonard de Vinci recelait des niveaux de signification que la recherche existante n'avait fait qu'effleurer. Ses collègues qualifiaient ces théories de romantiques. L'évaluation par les pairs de 2016, qui trônait au-dessus de son bureau depuis 8 ans, décrivait son hypothèse comme imaginative, mais non étayée par des preuves matérielles. Un mélange de rancœur et de motivation. Et maintenant, sous ses yeux, sur un écran lumineux, les preuves se matérialisent lettre après lettre. Elle n'assiste pas seulement à une découverte. Elle voit toute sa carrière se transformer en succès ou en échec, selon que les conclusions résistent ou non à l'évaluation par les pairs. Et au fond d'elle, elle sait aussi que si les traductions se confirment,
Son nom sera bientôt associé à l'une des annonces les plus explosives du XXIe siècle sur le plan culturel. Et voici la question que le monde de l'art n'ose pas aborder ouvertement. Si Léonard de Vinci était prêt à dissimuler un manifeste philosophique au sein de la commission religieuse la plus publique de son époque, combien d'autres maîtres de la Renaissance en faisaient autant? Combien de toiles exposées aujourd'hui au Louvre, à l'Uffizzi et au Prado recèlent des arguments codés, jamais vus de l'œil humain? La scène pourrait bien ne pas être l'exception. Elle pourrait être la première fissure dans un mur, la réaction. Les découvertes sont d'abord rendues publiques par le biais d'une prépublication divulguée, puis par une vague de couverture médiatique internationale. La réaction est exactement aussi chaotique que Rossi l'avait prédit. Le professeur James Whitfield, historien de la Renaissance à Cambridge, apparaît sur la BBC dans les 48 heures. Il arrive avec une tache de café sur son col et l'air légèrement hébété d'un homme réveillé par un producteur, 4 heures plus tôt. Il qualifie cette découverte de réinterprétation la plus importante d'une œuvre, majeure depuis que l'analyse au rayon X a révélé les peintures cachées de Picasso. La structure en spirale et l'alignement selon le nombre d'or rendent la détérioration aléatoire pratiquement impossible comme explication. Il affirme qu'on n'obtient pas une précision mathématique par lixiviation minérale. La nature n'écrit pas en dialecte toscane. La réponse du Vatican arrive 3 jours plus tard. Des cardinaux de haut rang auraient qualifié ces découvertes de provocation médiatique déguisées en études scientifiques. Au moins, un historien de l'art proche du Vatican confie discrètement à ses collègues que si les numérisations sont authentiques, l'Église devra repenser entièrement son rapport au mécénat de la Renaissance. À Milan, environ 300 manifestants se rassemblent devant Santa Maria delle Grazie le samedi suivant la révélation de l'affaire. La moitié exige la publication intégrale des numérisations originales. L'autre moitié brandit des pancartes où l'on peut lire « Laissez la scène en paix, et la foi n'est pas un ensemble de données ». La police italienne dégage l'accès à l'entrée. Mais les images des policiers interposant les manifestants devant le tableau le plus célèbre au monde deviennent virales en quelques heures. À Florence, une manifestation plus modeste mais plus bruyante éclate au musée Uffizi, où les manifestants bloquent l'entrée principale pendant 6 heures, obligeant le musée à faire passer les visiteurs par une galerie latérale. À Rome, un groupe d'étudiants en théologie organise une veillée aux chandelles sur la place Saint-Pierre, non pas pour protester contre la découverte, mais pour appeler publiquement au dialogue plutôt qu'à une guerre culturelle. Sur Internet, la réaction est plus intense. Le hashtag #DaVinci décrypté est en tête des tendances mondiales pendant 11 jours consécutifs. Les théoriciens du complot affirment que ces messages prouvent que Léonard de Vinci appartenait à une société secrète. Les commentateurs athées s'emparent de ces découvertes comme preuve que les plus grands esprits de l'histoire ont toujours douté des religions organisées. Des commentateurs religieux rétorquent qu'une interprétation spéculative par IA d'un plâtre dégradé est prise pour argent comptant, ce qu'ils jugent profondément ironique. Le sceptique a changé de camp. Un événement inattendu s'est produit au sein de l'équipe. Ferretti, qui avait passé les 2 premiers jours à ridiculiser la découverte et à la qualifier de biais de confirmation, a soudainement opéré un revirement complet, loin de passer inaperçu. Dans une interview accordée à La Repubblica, il a fait une déclaration qui a instantanément bouleversé le débat à travers l'Europe. Les gens ont peur car ils pensent que cela sape la foi. Il a dit que non. Cela révèle que pour Léonard de Vinci, vérité et foi n'ont jamais été ennemis. Il pensait que la vérité ne devait jamais être sacrifiée pour protéger l'autorité. Ce n'est pas anti-religieux, c'est profondément moral. Un silence de mort s'est abattu sur la salle lors de la diffusion de l'interview, car ces propos ne venaient pas d'un croyant, mais du sceptique le plus virulent de l'équipe. Celui-là même qui s'était efforcé de réfuter les résultats était devenu leur plus ardent défenseur. Et cela n'a pas échappé à l'attention générale. Lorsque les scans ont finalement été rendus publics, le visage de Ferretti s'est affiché à la une des journaux en Italie, en France et en Allemagne. Ses paroles ont fait la une. L'équipe a alors pris un risque encore plus grand. Elle a tout publié. Chaque numérisation, chaque score de confiance, chaque traduction par IA, aucun secret, aucun fichier verrouillé, aucune donnée cachée. Ils ont ouvert l'intégralité du projet à une évaluation indépendante par les pairs et invité le monde entier à le contester. En quelques semaines, des équipes de recherche distinctes du MIT, de l'Université d'Amsterdam et de l'Université de Kyoto sont parvenues à la même conclusion.
Les marqués sous la scène étaient statistiquement incompatibles avec des dommages naturels causés par le plâtre. Le débat a basculé du jour au lendemain. On a cessé de se demander si l'écriture cachée était authentique. La question est devenue bien plus dangereuse. Que voulait réellement dire Léonard? Et qui a le droit d'en décider? Car peut-être que la scène n'a jamais été qu'une simple peinture. Peut-être était-ce une capsule temporelle. Léonard savait que son monde n'était pas prêt pour certaines idées. De son vivant, remettre en question l'autorité pouvait être fatal. Alors, au lieu de s'exprimer ouvertement, il a dissimulé son message au sein du tableau religieux le plus célèbre au monde. Ce qu'elle a révélé n'était ni une signature, ni une plaisanterie dissimulée dans la peinture. C'était un message sur l'humanité elle-même, sur le droit de questionner, sur le danger de laisser les institutions puissantes contrôler la vérité, sur la responsabilité de rechercher la connaissance, même lorsqu'elle menace nos convictions les plus profondes. Léonard de Vinci croyait qu'un jour, l'humanité serait enfin prête à entendre ces mots. Il a misé son plus grand chef-d'œuvre sur cette idée. Et 5 siècles plus tard, le pari s'est peut-être avéré gagnant, car l'esprit auquel Léonard s'adressait n'était pas celui de sa génération. C'était le nôtre. Pendant 500 ans, nul n'a pu entendre le murmure caché derrière ce mur, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'une machine devienne suffisamment silencieuse pour le faire.